Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte et je désigne Madame Marie-Laura Lostri comme secrétaire de séance. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est peut-être les références avec les téléphones. C'est les ordi. Bien, bonsoir à tous. Je vais donc procéder à l'appel. Ça marche. Dominique Gantier. Claude Delval. Marie-Laure Boyer. Patrick Vandrièche. Présent. Delphine Ruscar-Seva. Présente. Hervé Léplier. Présent. Émilie Verdune. Anne Mazurel. Brigitte Chicot. Excusez. Gisèle Poteau. Laurent Deblos. Présent. Valérie Richard. Présent. Lionel Prats. Présent. Nathalie Bourbotte. Présent. Sébastien Boquillon. Présent. Marie-Laura Lostri, présente. Ali Bunadiz. Présent. Célestin Rose. Présent. Aline Caleba. Présent. Sébastien Leclerc. Présent. Vanessa Lintrépide. Présente. Valentin Dutoit. Il a fait un mail, il vous a fait un mail. Oui, c'est moi qui le présente. Yvan Gerber. Présent. Bien. Le quorum est atteint. On va passer aux communications. Je vais laisser la parole à Monsieur Sébastien Boquillon. Alors moi je voulais communiquer, c'était sur la cérémonie du 8 mai, parce que le 8 mai on va remettre l'exposition qui avait été réalisée l'an dernier pour les 80 ans de la Libération. Et donc elle va être ici dans la salle des fêtes pour toute la journée du samedi, enfin du vendredi 8 mai jusqu'à 18h. Voilà. Merci, Monsieur Delval. Bonjour à tous. Donc, de communication, la première c'est la route du Louvre, comme chaque année qui passe dans notre commune, donc le 10 mai. Donc, comme l'année dernière, l'année d'avant, je crois que on a fait appel aux associations de main au niveau des signaleurs et du ravitaillement, parce qu'on avait le ravitaillement en commune. On a un flyer qui sera distribué dans le quartier rue Mouquet, Dormois, tout ce qui est là, pour les descentes, pour expliquer les heures de fermeture de la route. Comme tous les ans. Et seconde information, c'est le repas des aînés qui aura lieu le 28 mai, jeudi 28 mai, ici dans cette salle. Donc toutes les modalités d'inscription seront dans le journal communal Le Fil qui devrait être distribué d'ici la fin de semaine. Bien, et moi, à mon niveau de communication, la première communication, c'est appel à candidature aux fonctions de délégués au sein des commissions de contrôle des listes électorales. Donc ça se fait à chaque début de mandat. On a des élus qui se proposent pour faire partie de cette commission électorale. On a un contrôle et au bout de 3 ans, on doit remettre en place cette commission avec des nouveaux élus. Sachant que les élus qui peuvent être là dans cette commission, c'est forcément des conseillers municipaux. Un adjoint et le maire, un conseiller délégué ne peut pas être dans cette commission de contrôle. Donc, il y a 3 personnes de la majorité et 2 personnes de l'opposition. Je vous laisse y réfléchir et donner les noms à Madame Descatoires dans un futur proche. Je ne pense pas qu'il y ait une date butoir, hein, pour l'instant, on n'a pas d'urgence, hein, Descatoires. Si, quand même. Bon, demain, alors, d'accord. Voilà. Comment ? Mi-mai, voilà. Donc 2 personnes dans votre liste, Mme Caleba, et 3 personnes chez nous.
Bien, deuxième communication, ça concerne le bilan de l'activité de la police municipale pour le premier trimestre 2026. Donc, Madame Mandiot a procédé à 78 verbalisations établies, dont 54 pour les interdictions de circuler des poids lourds, en hausse de 39% par rapport à la même période en 2025. 50 patrouilles de sécurisation, 83 missions administratives, 76 sollicitations nécessitant un engagement ou une orientation de la police municipale. Alors ça, c'est en hausse, c'est énorme, une hausse de 192% par rapport à la même période 2025, justifiable par la période électorale en partie. Voilà, donc ça c'est l'information pour ce premier trimestre de l'année. Et depuis, oui, je vois que depuis le 1er avril, la date, je l'ai eu le 3 avril, hein, mais depuis le 1er avril, il y a eu 6 verbalisations à nouveau établies pour les poids lourds. Voilà, dans le cadre des communications, j'en ai terminé. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour. Donc, pour l'approbation du PV du Conseil municipal du 30 mars. Y a-t-il des remarques? Aucune remarque, je vous remercie. Donc, je le mets au vote. Qui est pour? Parfait. Pas d'abstention. Pas de contre. Je vous remercie. Première délibération concerne la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Alors, c'est une délibération qui nous est imposée, on va dire, par la MEL, hein, qui concerne, qui demande à ce que dans chaque commune, un élu soit représenté à la MEL. Donc, la MEL, 188 membres désignés. Donc, dans cette commission-là, ça s'appelle la CLECT, en général, c'est le maire qui préside. Donc, voilà, je vous propose d'accepter ma nomination. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui est assez vaste? Non, pas d'intervention, parfait. Non. Très bien, je mets au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vote. Merci. Et je vais passer la parole à Monsieur Deblos pour l'adoption du règlement budgétaire et financier. Bonsoir messieurs, dames, vous m'entendez? Oui. Donc comme chaque année, vous allez avoir à vous exprimer sur plusieurs délibérations d'ordre financier budgétaire. Alors ça revient donc tous les ans. En général, on fait ça au mois de mars, sauf que là nous sommes dans une année d'élection, donc ça se fait un peu plus tard. Et nous avons un délai supplémentaire puisque le vote du budget politique, normalement c'est plus tard le 15 avril, sauf année d'élection. Nous avons jusqu'au 30 avril pour le voter. Donc la première de ces délibérations concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier. Donc le règlement budgétaire et financier, vous l'avez eu, hein. Donc il formalise les règles internes relatives à la gestion budgétaire et comptable de la collectivité. Alors c'est quelque chose qu'on vote une fois en début de mandature. Et c'est la première fois qu'on le fait parce que ça a été mis en place en 2023. Avez-vous des remarques, des questions? Madame le maire. Bien. Donc, oui, d'en avoir un là à côté, monsieur. Oui. On a dit, parfait. Donc, on le met au vote. Qui est pour cette délibération? Parfait. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 4, vote des taux d'imposition de l'année 2026. Donc, vote des taux d'imposition de l'année 2026, comme on l'avait vu, je l'avais annoncé en commission finance le 7 avril dernier.
nous proposons de ne pas augmenter les taxes cette année, comme nous le faisons depuis 2023. Questions, remarques? Oui. On va passer le micro peut-être, monsieur Delos. Alors, bonjour déjà à tous. Moi, j'ai une petite question. Ok, pour pas remonter, pourquoi pas réduire, vu la conjoncture actuelle et par rapport aux excédents que vous avez réussi à faire durant le dernier mandat? Monsieur Deblos, vous répondez? Effectivement, nous n'avons pas fait le choix de réduire le taux d'imposition. Vous parlez de la conjoncture qui est compliquée, hein, personne ne peut le contester. On ne sait pas combien de temps ça va durer, espérons le plus tôt possible. Et surtout, on ne le fait pas parce que nous avons une politique d'investissement quand même relativement ambitieuse. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas prévu de baisser les taxes. Donc, on ne augmente pas non plus. Oui, la conjoncture est pour nous aussi. D'autres questions? Parfait. Donc, je me mets au vote. Qui est pour? Parfait. Qui s'abstient? Qui est 3 abstentions? On est d'accord? Qui est contre? Seul? Et monsieur Dutoit. Monsieur Dutoit, d'accord. Non, mais parfois, monsieur Dutoit donnait des avis différents. Donc, voilà. J'ai mes consignes. D'accord. Donc, 2 contre et 3 abstentions. Je vous remercie. Donc, maintenant, la délibération suivante, c'est l'approbation du compte financier unique 2025. Oui, donc le compte financier unique 2025, donc c'est pareil, un document que vous avez eu, qui est assez conséquent, hein, détaillé. Je vais vous épargner tout le détail. En fait, le compte financier unique, il contient plusieurs informations. Des informations sur l'exécution budgétaire. Il y a toutes les écritures qui ont été passées en 2025, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Le résultat budgétaire de l'exercice, parce qu'à la fin de l'année, en l'occurrence 2025, on regarde ce qu'on a dépensé, et on regarde ce qu'on a eu en recettes, et ça génère un résultat. Il contient aussi le détail des sections de fonctionnement et d'investissement. Alors, autre remarque. Donc, je vais juste vous faire la lecture de la synthèse. Donc, en 2025, pour la section de fonctionnement, nous avons eu un total de 3 215 651,27 € en recettes et en dépenses 2 292 695,22 €. Et pour la section d'investissement, nous avons eu 3 599 728,62 € en recettes et 1 863 958,57 € en dépenses. Donc ça a généré, donc si on fait notre bilan, donc ça fait ressortir, l'exercice 2025, un résultat de clôture positif. Un excédent de 1 060 936,15 € pour la section de fonctionnement et un excédent de 576 859,57 € pour la section d'investissement, soit en cumulé 1 612 114,64 €. Des questions, des remarques? Je n'ai pas le droit de voter. Oui.
important. Madame la maire ne doit pas prendre part au vote. Donc je vais lui demander de quitter la salle. Elle reviendra, je vous rassure, dès que nous avons voté cette délibération. Donc il n'y avait pas de questions, pas de remarques. Donc je mets cette délibération au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc il n'y a pas de contre alors. C'est bon? Je vais rechercher Madame la maire. Répétez sur le micro. Alors, la délibération suivante concerne la subvention pour le centre communal d'action. Non, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2025. Ah oui, pardon, excusez-moi. Affectation des résultats de l'exercice 2025. Compte tenu de ce que je vous ai indiqué précédemment concernant l'exécution budgétaire de 2025, nous vous proposons de transférer le montant de 922 956,05 € à la section d'investissement. Donc, transfert de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Dans le but, c'est de financer les futurs projets d'investissement de la commune. Alors, vous voyez qu'il y a un petit décalage entre les 922 000 que je vous propose d'affecter et le résultat des sections de fonctionnement qui se montait à 1 060 000. En fait, on garde 137 000 € dans la section de fonctionnement. Il y a un petit matelas de sécurité, on va dire. Avez-vous des questions, des remarques? Non, pas de remarques, parfait. Donc je vais le mettre au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 personnes. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la subvention pour le centre communal d'action sociale. Voilà. Donc, il est proposé de maintenir l'identique par rapport à l'année précédente, le montant de la subvention communale, à savoir 20 000 € au centre communal d'action sociale. Questions, remarques? Monsieur Garmer. Justement, je rebondis un peu sur les chiffres qu'on a depuis tout à l'heure. Les résultats, a priori, sont plutôt bons. C'est très bien. Dans ce cas, le contexte, le CCAS a quand même vocation à aider les personnes les plus démunies sur la commune. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas au CCAS d'avoir plus de moyens dans cette période? Peut-être certaines personnes, les plus défavorisées d'entre nous, ont peut-être besoin d'aide exceptionnelle. Alors, ça, monsieur Garner, c'est un montant qui va être mis au budget 2026. Donc, le budget, c'est prévisionnel. Donc, on a le droit de modifier en cours de route. Et je pense que ça va faire l'objet d'un débat, justement. Je dis au CCAS, ça me paraît une question pertinente. Je ne vous dis pas que ce sera accepté, mais le lieu du débat, ce sera cette... Mais en même temps, il faut dire aussi que cette somme s'est reconduite parce qu'il n'y a pas non plus des besoins supplémentaires. Oui. Ça l'entend, au moins l'augmentée de l'inflation, ça aurait peut-être été un message. Oui, mais il n'y a pas de besoin non plus. Il y a toujours un solde, il reste toujours un solde relativement important. Qui permet aussi de pouvoir aider dans les cas de besoin. Mais on en parlera, je déjà, au CCAS. D'autres questions? Parfait, je le mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie.
La délibération suivante, c'est Monsieur subvention aux associations 2026. Bonsoir à tous. La commission animation municipale s'est réunie le 9 avril 2026 et on a échangé sur les propositions de subventions pour les différentes associations, sachant que on a reconduit globalement, on va dire, il y a eu quelques petits ajustements, mais la proposition c'est de reconduire globalement les subventions aux associations telles qu'ils étaient de l'an dernier. Voilà, donc vous avez un tableau devant vos yeux. Je ne sais pas s'il faut faire la lecture de chaque association. Pas forcément, donc voilà. Bon, donc je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Monsieur Garbert. Même remarque, hein, finalement, vu les chiffres de la commune, les associations, c'est quand même un peu le moteur de la commune pour les animations, vous êtes bien passé pour le savoir. Hein. Est-ce que le message qu'on leur enverrait en augmentant les subventions, au moins un peu, du fait de l'augmentation du prix du carburant, par exemple, pour les gens qui vont faire des courses à droite à gauche pour financer tel ou tel événement, est-ce que ça serait pas judicieux en cette période-là, vu la trésorerie qu'il y a actuellement, de les aider un peu plus dans ce sens-là pour dynamiser la commune comme ils le font déjà très bien? Ben, ça aurait été. Enfin, vous nous prenez un peu au dépourvu. Il y avait une commission dans laquelle ça aurait été un sujet qu'on aurait pu mettre sur la table. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de remarque de Mme Calba qui participait à cette commission. Donc, sachant que les demandes des associations sont à peu près identiques, le fonctionnement des associations est à peu près identique, l'idée globale, c'est de ne pas non plus, hein, vous l'avez vu dans l'explication qui a été donnée tout à l'heure, c'est quand on est arrivé en 2020, c'était de rééquilibrer la section investissement avec la section fonctionnement. Donc l'idée, c'est d'aider les associations financièrement quand elles en ont besoin, et il reste aussi des possibilités si elles avaient un besoin particulier, ce qui est déjà arrivé dans les années précédentes. Si une association venait à nous solliciter au cours de l'année 2026, il y aurait possibilité éventuellement de faire une rallonge s'il y avait un besoin particulier ou un projet particulier. C'est ce que j'avais expliqué lors de la commission. Donc là, pour l'instant, nous, on s'en tient à cette enveloppe globale, mais voilà, n'hésitez pas la prochaine fois de mettre ces sujets à l'ordre du jour des commissions. C'est le lieu de débat, voilà, ces commissions. Voilà. D'autres choses? Parfait, je me mets au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au vote du budget primitif 2026. Alors, le budget primitif 2026. Donc, contrairement au CFU qui concernait l'année 2025, le budget primitif concerne l'année 2026. Donc, c'est un document prévisionnel. On essaye de prévoir au mieux les dépenses et les recettes. Évidemment, on tombe jamais juste, hein. Il y a toujours des aléas. Et je vous rappelle, et comme vous l'a dit l'interlocuteur précédent, Monsieur Ville, avant le conseil, le budget doit être équilibré. Donc, évidemment, dans le budget, on espère toujours qu'à la fin, on aura plus de recettes que de dépenses. Et ça, il est trop tôt pour le dire. Alors, avant de voter le budget, un petit préambule, budget 2026, parce que le budget, il s'inscrit dans un contexte à la fois local, la commune, mais aussi national et même international. Donc, le contexte économique général. Donc, la zone euro a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de 1,3 à 1,2%. Le contexte actuel géopolitique de guerre au Moyen-Orient pourrait encore assombrir la situation, parce que personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Une hausse des taux par la Banque centrale européenne, si les données économiques le justifiaient, ne peut être exclue.
Donc une hausse des taux pour une commune, ben, c'est pas bon parce que si on avait besoin d'emprunter, on empruntera des taux supérieurs. Le contexte national, une certaine inquiétude pointe quant aux répercussions du conflit sur la demande et l'inflation. Je vous épargne le contexte politique où on n'a toujours pas de majorité, hein, ça part un petit peu dans tous les sens, si je puis dire. Au niveau du plan Quan, les dépenses et les recettes de fonctionnement seront sensiblement équivalentes à 2025. Les dotations augmenteront très légèrement, ainsi que les recettes fiscales. Alors, au niveau du budget, ce qu'on a fait depuis notre premier mandat en 2020, dans un contexte qui était, je ne vais pas y revenir, hein, c'est du passé, mais qui était autrement plus compliqué que le contexte actuel, on a été contraint déjà de serrer les boulons. Mais même si on avait été contraint, la situation, de toute façon, on n'aurait pas fait autrement que ce qu'on a fait, puisque vous voyez bien qu'au niveau de l'État, on peut se permettre de faire des déficits, de les augmenter sans se préoccuper qui et quand on va les rembourser. Au niveau d'une commune, et fort heureusement, on n'est plus rigoureux que ça. Donc nous, notre politique depuis 2020, donc, c'est d'être sérieux, de maîtriser, de contrôler les dépenses de fonctionnement, tout en gardant le même niveau de service. Il n'est pas question de rogner sur ce qu'on propose à la population. Et c'est ce qu'on a fait, ce que vous avez vu dans les chiffres, hein, ce qui nous a permis de redresser la situation. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Et pour la section d'investissement, pendant la campagne électorale, nous avons proposé un programme aux citoyens du plan Quan qui nous ont fait l'honneur de nous renouveler leur confiance. Et donc, vous avez vu qu'on a un certain nombre de programmes d'investissement assez conséquents et des choses qu'il va falloir engager. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire avant le vote du budget. Je vérifie que je l'ai bien oublié. Donc je vais maintenant vous faire lecture. Ça va être un petit peu rébarbatif, mais ça va pas être très long. Donc le vote du budget se fait au chapitre. Vous savez les deux chiffres dont vous a parlé tout à l'heure M. Ville. Donc je vais vous présenter pour chaque section fonctionnement investissement ce que nous avons prévu au budget 2026. Comme je vous le disais déjà tout à l'heure, le budget est un document prévisionnel. On peut très bien le changer en cours d'année. Pour ça, on procède à ce qu'on appelle des DL, des décisions modificatives. Hein, parce que même on essaye de le prévoir, c'est pas facile, mais il y a toujours un aléa qu'on n'a pas prévu et qui fait qu'on est amené, dans certains cas, on l'a fait assez 1 ou 2 fois par an de mémoire, hein, sur les exercices précédents, on a passé des DL. Donc c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui est fiché. Hein. Alors, je vais donc faire lecture des différents chapitres de chaque section, en commençant par la section de fonctionnement. Donc, au chapitre 013, atténuation de charges, proposition nouvelle, 25 000 €. Chapitre 70, produits et services domaines ventes diverses, 184 100 €. Dans le budget que vous avez eu, je ne la lis pas, mais vous avez une colonne précédente ce qui était prévu
l'année précédente. 73, impôts et taxes, 379 437 en prévision. 731, fiscalité locale, 1 749 090. 74, dotation et participation, 652 335. 75, autres produits de gestion courante, 85 000 euros, ce qui fait un total de recettes de gestion courante de 3 074 962 euros. Et ce qui fait un total des recettes réelles de fonctionnement du même montant, 3 074 962. Pour ce qui concerne le chapitre 042, 86 379 84. Ce qui fait un total des recettes d'ordre de 86 379 84. Et donc ce qui fait un total général de 3 161 341 euros 84, auquel on ajoute un résultat reporté de l'année précédente, N-1, 237 980 euros 10. Donc, total des recettes de fonctionnement cumulées, 3 299 321 94. Et en dépenses, on aura à la fin le même montant, puisque, vous vous rappelez, chaque section doit être équilibrée en dépenses et en recettes. Donc pour les dépenses, le chapitre 011, les charges à caractère général, 765 964 euros. Les charges de personnel, 012, 1 753 555 13. Atténuation de produits, 96 809. Ça, c'est ce que nous versons à la MEL. 65, autres charges de gestion, 157 425. Ce qui fait un total de dépenses de gestion courante de 2 773 753 euros 13. Charges financières, chapitre 66, 95 000 euros. Charges spécifiques, 67, 2 000 euros. Ce qui fait un total des dépenses réelles de fonctionnement de 2 870 753 euros 13. Ensuite, vous avez le chapitre 023, qui est le virement à la section d'investissement, 264 187 euros 81. Opération d'ordre de transfert entre sections, 042, chapitre, 164 381 00. Et le 043, il est à 0, pardon. Donc, ce qui fait un total des dépenses d'ordre de fonctionnement de 428 568 euros 81, soit un total général de 3 299 321 euros 94. Voilà pour la section de fonctionnement. La même chose pour la section d'investissement. Donc on commence également par les recettes. Donc chapitre 13, subvention d'investissement, 25 000. Donc total des recettes d'équipement, 25 000. Ensuite, 10, chapitre 10. Dotation aux fonds divers et réserves, 562 000. 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. C'est l'affectation du résultat, ça, hein, dont on a parlé tout à l'heure. 922 000 euros, 956,05 euros, pardon. Ce qui fait un total de recettes financières de 1 484 956,05 et un total des recettes réelles d'investissement à 1 509 956,05. Ensuite, chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 264 187,81. 040, opération d'ordre, transfert entre sections, 164 381. 041, opération patrimoniale, 978 246. Ce qui nous fait un total des recettes d'ordre d'investissement à 1 406 814,81. Et ce qui nous fait un total général en recettes, donc d'investissement, de 2 916 770,86.
auquel on ajoute le résultat de l'année N-1, donc 576 859,57, ce qui fait un total général de recettes de 3 493 630,43. On passe aux dépenses d'investissement maintenant. Donc le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 14 000 €. Immobilisation corporelle, donc chapitre 21, il y avait un reste à réaliser de l'année précédente à 25 681,08 et nous proposons 2 142 323,51. Ce qui fait un total de 2 168 004,59. Donc un total de dépenses d'équipement qui monte à 2 182 004,59. Le chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 247 000. Ce qui fait un total de dépenses financières de 247 000. Ce qui fait un total des dépenses réelles d'investissement de 2 403 323,51, auquel on ajoute le reste à réaliser de 25 681,08, ce qui nous fait donc 2 429 004,59. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 86 379,84. Opération patrimoniale, 978 246. Donc, total des dépenses d'ordre d'investissement, 1 64 625,84. Et ce qui nous fait un total général à 3 467 349, auquel on ajoute toujours nos 25 681,08 de reste à réaliser, ce qui nous fait un total général en dépenses de 3 493 630,43, montant qui est égal à celui des recettes. Ça n'a pas été trop long. Je sais que c'est un peu... Et je me suis amélioré. Hein. Il y a 6 ans, j'allais plus dans les détails. Avez-vous des questions, des remarques? Madame Caleba. Bonsoir à tout le monde, et puis merci beaucoup M. Douglas pour les explications et puis pour avoir incité, initié l'intervention de tout à l'heure. Je souhaiterais poser une question, si c'est possible, une remarque, concernant le chapitre 21, concernant les immobilisations corporelles, qui présente un montant de, je suis désolée, je vais faire comme vous, je vais dire, de 2 142 323 €. Lorsqu'on analyse un peu plus profondément, un peu plus fort les écritures, notamment dans la page 26, on voit apparaître sur le compte 21 11 2111 terrain nu 842 236 €. Et pour le compte 213 51 bâtiment public, 1 060 287 €. Alors, pourriez-vous mentionner, indiquer le ou les bâtiments publics pour lesquels vous constatez l'amortissement? Puisque cet amortissement est beaucoup plus important que l'année précédente. Oui, je le suppose, mais je parle sous le contrôle de Mme Descalois. Je pense qu'il s'agit de Simone Veil. Les amortissements ne sont pas au chapitre 21. Disons que le bâtiment public, 1 213 351. Le compte 213 51. Bâtiment public, 1 060 287. Je me suis peut-être trompé dans la terminologie amortissement, puisque j'utilise une terminologie privée. Mais le montant qui est indiqué à 1 060 287, à quoi correspond, à quel bâtiment cela correspond-il? Est-ce que c'est une partie du bâtiment scolaire, veille, enfin Ça peut être potentiellement
tous les bâtiments publics de la commune. Mais l'écart, le delta entre le N-1 et le N est conséquent. Donc si effectivement c'était tous les bâtiments, j'allais dire, j'entends qu'il y ait le groupe scolaire Simone Veil qui vient. Non, je vous dis une bêtise, ça peut pas être Simone Veil parce que c'est 2026. Ouais. Et Simone Veil est soldée. Mais... En amortissement enfin, dans le 213-51 c'est très technique, hein, donc il n'y a pas d'amortissement sur le compte 21. Les inscriptions qui sont sur le compte 21 correspondent à des dépenses d'investissement qui peuvent être faites. Maintenant, comme l'expliquait M. Desblos tout à l'heure, les sections s'équilibrent en dépenses et en recettes. Et pour équilibrer les sections, il y a une inscription qui se fait au niveau des dépenses. Maintenant, comme l'a expliqué en préambule M. Desblos, le programme d'investissement, et c'était aussi présenté dans la note de présentation de Rennes synthétique, est en cours d'élaboration. Donc il est probable que ces crédits-là seront fléchés de manière plus fine, peut-être sur d'autres articles au sein du chapitre, ou sur d'autres chapitres, et auquel cas par une décision budgétaire modificative. Donc il faut analyser le million 60 comme le lancement de votre programme municipal. Et concernant le compte 2111, terrain nu, 842 236 €. Ce montant correspond, j'allais dire, à l'euro près au rachat du garage, de l'ex-garage Peugeot. Hein, puisque, voilà. Donc, est-ce qu'il faut entendre que vous allez racheter en 2026 le garage, enfin l'entreprise foncière de l'ex-garage Peugeot, alors que la convention avec le PF permettait de racheter jusque 2028, enfin, 2028 ou 2029. 28 ou 29, ça dépendait de la date de signature de la convention. Voilà. Potentiellement, ça donne la possibilité, oui, de faire en 2026. Non. Mais c'est pas une obligation. Non, c'est... oui, c'est pas une obligation. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui. Ah oui, excusez-moi. Juste une petite précision également, peut-être demande de renseignement. Effectivement, dans le compte 2031, frais d'études, portait une somme de 134 430 €. Est-ce que c'est toujours lié, j'allais dire, le lancement d'une étude d'architecture pour les futures écoles Ok, merci. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non, alors je mets au vote. Qui est contre? Je commence par la fin. Je vous l'ai dit. Bien. Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, et on va passer à la dernière délibération qui concerne la vente du 69 rue Jean Jaurès. Le projet de restructuration de l'offre scolaire initiée par la commune depuis 2020 prévoit la cession des biens à usage scolaire, rendus inutilisés par la création de nouveaux locaux plus adaptés, les cessions des biens participant à l'équilibre financier des opérations. Donc, ça a été discuté en commission de M. Viplier sur ce bien. Si vous, lors du précédent mandat, nous avions pris une délibération pour déclasser et désaffecter ces bâtiments. Donc le 69, le logement qui se trouve devant, et également le bâtiment à l'arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, nous entamons la troisième partie, c'est la vente de ces bâtiments, de cet ensemble. Donc vous avez eu les domaines qui donnent un chiffre. Nous avons eu, nous, de notre côté, ce qui avait été en discussion avec deux acheteurs qui nous ont fait une proposition à 350 000, avec l'évaluation des domaines qui était à 390, qui reste donc dans des prix que l'on peut accepter. Hein.
Voilà, donc ce bâtiment c'était prévu qu'on vende, ça fait quelques années que nous étions dessus. Bon, ça n'a pas été simple, hein, vu la configuration des bâtiments. Aujourd'hui, on a trouvé acheteur, donc voilà, on est parti pour cette vente. Y a-t-il des questions sur ce bâtiment? Pas sur cet ensemble, sur la vente. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'il est possible, dans la délibération, vous indiquez que vous aviez la possibilité enfin, il y avait 2 acquéreurs potentiels sur l'ensemble immobilier. Est-ce qu'il est possible de connaître le nom des acquéreurs ainsi que leur projet? Alors le nom, je ne vais pas vous le donner ici, mais on peut en discuter ensemble, hein, D'accord. en dehors du conseil municipal. Également le projet, de toute façon. Le projet, je crois qu'il avait été soumis, non, aussi montré avec monsieur Leclerc, hein, lors de la commission. Maintenant, ce projet, il sera aussi après à montrer aussi aux riverains. Oui. Hein, voilà. Le but aussi, c'est de montrer aux riverains, mais effectivement, on a le projet que l'on pourra vous montrer, mais qui avait dû être discuté, je pense, en commission. Hein, monsieur Leclerc. Oui, c'est bien sûr, c'est bien du logement, hein, Oui, c'était, comment dire, les acquéreurs, le projet, je veux dire, de connaître... oui, donc ce qui est écrit, la partie qui est devant la maison, elle sera réhabilitée avec soit une vente de leur part, soit une location. C'est rien n'est acté. Et la partie des bâtiments à l'arrière, elle sera pour leur habitation personnelle. Hein, donc ils y habiteront et il y aura toute la partie cour derrière et devant, enfin, entre la maison et l'école, et derrière aussi qui sera végétalisé, enfin essentiellement. Voilà. Donc, mais il y a déjà des propositions qui nous sont faites, hein, parce que on ne peut pas avoir non plus n'importe quoi. Et dans le cadre des discussions que vous avez entamées, je veux dire avec les potentiels acquéreurs, est-ce que vous n'avez jamais envisagé une VNI, c'est-à-dire, ou même encore actuellement, c'est-à-dire une vente notariale interactive, c'est-à-dire en résumé, ou en résumé très rapide, comment dire, une mise aux enchères au niveau du notaire pour... Est-ce que les domaines évalués faisaient une estimation à l'ordre de 390 000 et les acquéreurs vous proposent 350 000? Donc est-ce que vous n'avez pas envisagé cette possibilité-là? Et puis, oui, et est-ce que dans le cadre du compromis de vente qui va être signé, avez-vous envisagé la clause de non-substitution, c'est-à-dire tel que je comprends le projet, c'est l'un des acquéreurs qui va acquérir l'ensemble du bien pour en faire, comme vous disiez, un logement, une partie logement mise en location ou en location ou en vente, et la partie école, en fait, la partie arrière sera son bien propre, en fait. Hein. Mais est-ce que vous ne souhaitez pas, dans le compromis de vente, vous prémunir par rapport à, j'allais dire, à un marchand de biens, c'est-à-dire la clause de non-substitution vous protégeant, empêchant l'acquéreur de faire venir quelqu'un d'autre à sa place qui devient un marchand de biens. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais ça c'est prévu au niveau de quand on passera l'acte notarié. Maintenant, je reviens sur l'autre demande. Il faut savoir que ces biens, cet ensemble, hein, puisqu'on viendra après sur vos questions, c'est que ces biens sont à la vente depuis, je vais dire Madame Mazurel, 2021, en 21-22, je crois, Madame Mazurel et Madame... en fait, quand on a créé l'école, enfin, comme vous savez, on a créé l'école, on n'a pas attendu de dire, bon, on va attendre que les enfants soient partis pour vendre, on a cherché. Je peux vous dire qu'on a passé beaucoup de temps sur cette recherche. On a trouvé à un moment un bailleur qui nous proposait 100 000 euros. Il aurait presque fallu donner de l'argent avec pour pouvoir vendre tous. Nous, notre démarche, madame, ce qu'on souhaitait, c'était y mettre des personnes âgées. Alors, je ne dis pas qu'on allait faire 50 logements, mais c'était de faire quelques logements pour les personnes âgées. Ça n'a pas pu se faire. La configuration du bien, et pour tous ceux qui connaissent ou pas, on a montré, enfin il y a eu des photos, c'était très compliqué.
On n'a pas eu en fin de compte de gens intéressés. Pourtant, Dieu sait, Madame Degateur a fait des consultations, elle a envoyé des appels d'offres, enfin, on a travaillé, je peux vous dire qu'on a bien travaillé pendant plus de 2 ans avec la Fabrique des Quartiers. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Fabrique des Quartiers. La Fabrique des Quartiers est un organisme qui travaille en lien avec la MEL et avec les communes pour aider à trouver éventuellement acheteurs et trouver une orientation de ce bien. On n'a rien du tout ça. C'est vrai que là, tout compte fait, c'était une bonne opportunité puisque on reste, et je pense que c'était un peu dans ce sens-là, Monsieur Leclerc, à la commission, c'est qu'on reste sur un bien, parce que je ne sais pas si vous connaissez vraiment les biens, peut-être pas tout le monde, hein, oui, madame, de par vos enfants, et peut-être M. Gerber aussi, mais fort enclavé, très difficile donc dans la vente. Et on s'est dit, tout compte fait, c'est une très bonne opportunité, parce qu'on n'aura pas non plus un secteur dense, on n'aura pas non plus cette nécessité de faire des parkings de manière, je ne vais pas dire conséquente, mais si vous mettez 4 logements, d'office, vous devez avoir au moins 4 emplacements, au moins, c'est le minimum. Hein. Les logements sociaux, c'est 1,5, en général, les privés, c'est 2 emplacements. Donc là, d'ailleurs, pour répondre aussi un peu à ce que vous demandiez, c'est qu'en fait, la maison devant, elle aura ses emplacements à l'intérieur dans la cour, c'est-à-dire là, entre la maison devant et l'école derrière. Et les gens aussi, donc ces acheteurs, auront également leur partie parking là, à cet endroit-là, entre les 2 bâtiments. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande, votre question. Oui. En réunion de commission, on nous a dit, si je ne fais pas d'erreur, c'était une habitation avec réhabilitation par rapport à l'arrière du bâtiment, mais par contre, on ne m'a pas dit qu'ils étaient pour une revente, on m'a dit une location, future location. Est-ce que ça a changé entre deux éventuellement? Non, il n'y a rien qui a changé, sauf que c'est une future location ou une revente de la maison devant. On parle de la maison devant. Oui, bien sûr. Seulement celle-là, ça n'a pas changé. Hein. D'accord. Il n'y a rien qui a changé. D'accord, ok. Non, votre crainte, c'était qu'il y ait des logements sociaux ou autres. Oui, bien sûr. Ce que vous m'avez dit, et bon, il n'y a rien de tout ça. C'est tout à fait... Ça n'a pas changé. D'accord, ok. Par contre, il y avait un acquéreur, et tout à l'heure, vous parlez de 2 acquéreurs, c'est ça? Il y avait 2 propositions? Non, c'est un couple, ils sont 2. D'accord, ok. Ils travaillent ensemble, donc voilà. Merci. Monsieur Gerber? Moi, du coup, je me posais la question, le terrain fait a priori 1400 et quelques mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Combien fait le terrain du garage Peugeot? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié le fait de faire un groupe scolaire unique? Je crois que c'est pas bon. Là, c'est pas la question au niveau du groupe scolaire. Hein. Non, mais pour le coup, c'est la question de la vente du bien. Plutôt que d'acheter un bien à 800 000 €, pourquoi ne pas utiliser un bien qu'on détient déjà? Et pour mettre quoi, l'école? Oui, l'école Douplat. C'est Douplat en coin, le village. Oui, d'accord. Bon, c'est pas le but de... Bon, déjà, si on revient sur la délibération, c'est la vente, elle vaut pour ou contre. Hein, c'est ça, dans la délibération. Moi, je vous demande votre avis. Bon, là, vous allez sur d'autres questions. Ce genre de questions, c'est en principe dans des commissions. Hein. Je vais en discuter avec vous après séparément. Mais voilà, c'est pas le débat ici sur ça. Avant de voter la vente... de toute façon, le problème... Oui, mais le problème... Oui, Madame Alossery. Le terrain ici, c'est 1400 mètres carrés. Le terrain de M. Loyer, en garage Loyer, c'est 2800. Donc il n'y a pas de commune mesure. On ne pourrait pas construire une école dans cet espace enclavé. Du coup, les commissions, moi j'en ai parlé à la commission jeunesse et éducation avant les vacances. Voilà, j'avais posé comme question pourquoi, là on est sur la rue Jean Jaurès, mais finalement la rue Jean Moulin c'est pareil. Pourquoi est-ce que ces bâtiments-là n'ont pas été étudiés Là on est en train de sortir. Oui.
Non, voilà, il faut être clair. Bon, vous verrez dans quelques temps, il va y avoir le règlement intérieur du conseil municipal. Là, en fait, moi, ce qu'on vous demande, c'est de voter pour ou contre, ou vous abstenir. Maintenant, sur les autres questions, et on va revenir, puisque vous me la posez, la question en question orale. Voilà, sur Jean Moulin, vous posez. Donc ça, on pourra en reparler aussi. Mais c'est un choix déjà du mandat précédent de vendre ce... Voilà, voilà, c'était aussi notre décision. Je sais, on en a discuté la dernière fois. Mais voilà, c'est pas... Du coup, peut-être que la question, ça pourrait être pourquoi est-ce que vous voulez vendre, puisque là, c'est sur la délibération quant à la vente du terrain, et pourquoi n'avoir jamais envisagé d'utiliser ce terrain pour la commune, donc pour d'autres projets. Alors, il faut savoir, et je le rappelle, c'est dans notre programme précédemment, la vente de ces bâtiments, des bâtiments communaux, donc la vente du 69, du Jean Moulin, cette vente va servir à acheter les terrains, financer le terrain de chez Peugeot. C'est ça. Ça, c'est notre objectif, c'est ce qu'on avait décidé sur le précédent mandat. Donc, on continue sur cette ligne. Voilà. Donc, on ne reviendra pas, nous, aujourd'hui. C'est la vente de ces bâtiments-là. C'est pour financer chez Peugeot. Oui, et nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi ne pas avoir plutôt que d'envisager d'acheter le terrain Peugeot, avoir un projet de construction de l'école sur ce site-là plutôt que de vendre le terrain. Je vais vous... Bref, oui, bon, vas-y Marie, leur répond. Si, à l'époque, quand on a voulu construire, avant de construire Simone Veil, il a été... on avait regardé avec un AMO, les architectes, si on pouvait regrouper toutes les écoles, soit aux deux rue Jean Moulin, soit sur le terrain où actuellement est Simone Veil. Aucun n'était assez grand pour faire toutes les écoles, les deux écoles Moulin et Antoine sur un même lieu. On ne pouvait déjà pas faire non plus l'école Simone Veil, on ne pouvait même pas la faire sur le 2 rue Jean Moulin. Hein. C'est pour ça que ça a été choisi sur la maternelle. Hein. Il n'y avait pas l'espace. Donc de regrouper tout, non. Et je crois même je pense, Monsieur Boquillon, vous l'aviez posé cette question au début du mandat précédent, en disant pourquoi. Et c'était cette réponse qui avait été apportée. Elle est pareille aujourd'hui, le terrain n'a pas changé. Voilà. Bon, donc je vais le mettre au vote. Donc, qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Je vais passer aux questions orales. Bien. Donc, on va répondre pratiquement à ce qu'on vient d'échanger. Je lis donc votre question, la question numéro 1. Vous indiquez que le projet de restructuration de l'offre scolaire initié par la commune depuis 2020 prévoit la cession des biens à usage scolaire rendus inutilisés par la création de nouveaux locaux plus adaptés, les cessions des biens participant à l'équilibre financier des opérations. À la suite du déménagement de l'école et de la mise en service du groupe scolaire Simone Veil, vous manifestez la volonté de céder le bien situé 69 rue Jean Jaurès au plan Coine, qu'on vient de voter. Pouvez-vous préciser si vous entendez céder l'ensemble immobilier de la rue Jean Moulin? Donc je réponds oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça fait partie de l'ensemble pour financer le rachat chez Peugeot. Donc le but est la construction de logements sociaux ou de logements intermédiaires. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette réflexion-là. Ça, on n'y est pas encore. Je pense que ça, ce sera une discussion que nous aurons entre nous dans l'avancement du mandat. La question numéro 2. Le projet de construction d'un nouveau groupe scolaire sur Oupla rendra inutilisés les immeubles scolaires situés rue Roger Saint-Lancros et rue Pasteur. Quel devenir envisagez-vous pour les 10 locaux? Alors, ce qu'on avait déjà dit aussi, la rue Pasteur, donc ce qui est derrière la mairie, je ne vois pas, on ne pourrait pas vendre, parce que c'est bien rattaché à la mairie. Donc ça restera comme ça. On a fait des travaux sur le mandat précédent, on a remis en tout ce qui est fenêtres, énergie, on a fait des travaux importants, donc il n'est pas question de vendre. Ces bâtiments, de toute façon, comme je vous dis, c'est trop collé à la mairie, ça vous savez, donc ils auront une utilité. De la même manière, on n'a pas encore envisagé
Là, ce sera discuté ensuite. Et donc, pour la rue Roger Salandron, dans quelques temps, lors de la réunion du 4 avril, on a proposé une visite des bâtiments communaux, enfin de certains bâtiments qui se feront avec, cette visite se fera avec monsieur Lunadis entre autres et monsieur Viplier. Vous pourrez les voir. Là, c'est pareil. Rien aujourd'hui n'est acté là-dessus. Rien. Donc, ce sera aussi des discussions que nous pourrons avoir entre nous quand on va avancer sur les projets. Alors, question sur la rue de Noyelles. Il a été évoqué un marquage différent pour accentuer la priorité des Pétunias et rue Léo-Lagrange. Ça ne changera pas le fond du problème. Est-il prévu de sonder les habitants sur leurs attentes et leurs éventuelles propositions sur le sujet? Je vais laisser M. Viplier répondre à cette question. Alors, on a déjà de nombreux avis des habitants, hein, bien évidemment. On n'a pas fait ça sans concerter les personnes qui habitaient dans cette rue. On a même fait une réunion avec les gens de cette rue pour voir un peu ce qu'il en était et demander ce qu'ils souhaitaient. Bon, vous savez pertinemment que lorsqu'on fait une démarche telle que celle-là, les intérêts des personnes qui habitent à tel numéro sont demandés par ces gens-là, ce qui est tout à fait logique. Seulement, ce qui intéresse une personne n'intéresse pas une deuxième personne. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fait quelque chose qu'on a cru au départ bien avec les techniciens de l'AMEN. Hein. Bon, voilà. Après, vous avez le problème des gens qui sortent des différentes rues, c'est-à-dire que vous avez la rue des Pétunias, vous avez la rue Lano, vous avez la rue Léo-Lagrange. Bon, ça, ce sont aussi des priorités à la fois qui sont très souvent non respectées. Bon, voilà. Sans compter qu'on doit aussi tenir compte des usagers de la route qui ne sont pas du quartier et ceux qui ont un avis. On ne peut pas arrêter les gens pour leur demander ce qu'ils souhaitent. Ce sont des gens qui viennent, d'après une étude de l'ANEL, ce sont des gens qui viennent un peu de la 41 quand elle est bouchée ou autre et qui traversent le village. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il faut savoir que dans la rue Jean Jaurès, on a exactement le même problème que dans la rue Noyelles. Bon, j'oserais dire que les gens se sont habitués à ces phénomènes de bouchons. Rue Noyelles, les gens ont changé. Quand on change quelque chose, généralement, il y a des pour, il y a des contre. Des petites modifications, certains les apprécient, d'autres ne les apprécient pas. Donc voilà. Nous, on a revu cet après-midi, on a reconvoqué les techniciens de l'AMEL qui sont passés en mairie. On leur a évoqué les difficultés, ils en sont tout à fait conscients, donc ils vont passer et mettre des compteurs de véhicules, hein, et on va faire des comptages. Ces comptages donneront le nombre de véhicules légers, le nombre de véhicules lourds, et on saura exactement ce qu'il en est dans cette rue, de ce qui passe et combien de véhicules passent. Le comptage se fera sur toute la journée, parce qu'on sait très bien que bon, il y a une heure le matin, grosso modo, qui gêne, où la circulation est compliquée, mais il y a aussi une heure le soir où cette circulation est compliquée, mais dans l'autre sens. Donc voilà. Donc ça va être une chose qui va être faite très prochainement. Ensuite, il y aura un constat visuel par les techniciens, c'est-à-dire que c'est une habitude de chez l'AMEL, c'est de mettre des gens sur place parce qu'on ne peut pas demander à la police municipale ou autre de faire ça, compte tenu que les comportements des automobilistes ne sont pas pareils quand il y a la police en uniforme ou autre. Donc c'est toujours fait par des gens de l'AMEL qui le matin voient un peu ce qui se passe à côté et voient un peu ce qui se passe de l'autre. Quand toutes ces choses que je viens de vous énumérer là vont être faites, on aura une nouvelle fois un projet que l'AMEL va nous préparer, et à ce moment-là, on verra si toutefois on peut changer ou pas quelque chose. Moi, je vous dis tout de suite, à mon avis, il n'y a pas de solution miracle, de toute façon. Il y a un nombre de voitures qui est trop important à certaines heures de la journée, ça n'ira jamais. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui habitent rue Jean Jaurès ici, qui doivent bien connaître ce problème-là. Ça fait maintenant très longtemps que ça dure toujours. Et le matin, quand on part sur Vavrin ou autre, on a vraiment des attentes longues. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on peut dire.
Mais bon, voilà, on essaye, hein, on est toujours, et on est vigilant, et on est toujours, je veux dire, aux aguets sur telle ou telle solution. Et voilà, il faut trouver la bonne solution parce que, comme je l'ai dit au départ, la solution pour une personne ne sera pas la même que pour l'autre. Et c'est ça qui est compliqué. Et faire un sondage, je veux dire, pour savoir ce que les gens veulent, on va, grosso modo, on aura une réponse différente pratiquement à chaque habitation. Ouais. Si je peux me permettre de vous répondre, là vous faites passer ça pour une demande personnelle pratiquement par rapport à l'ensemble. Le problème de la rue de Noyelles, il se répercute, rue Jean Jaurès, il se répercute partout dans la commune. Les bouchons qu'il y a rue Jean Jaurès depuis quelques années, je pense qu'ils sont amplifiés par ce qui se passe rue de Noyelles. Non, pas du tout. Pas du problème qu'on a actuellement, excusez-moi, les comptages ont été faits, monsieur. Les comptages ont été faits et il n'y a pas plus de bouchons maintenant qu'avant. Voilà, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est ça simplement pas à 8h le matin. Ben, écoutez, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui compte. La MEL a des experts pour ça, donc je pense qu'on peut leur faire confiance, c'est leur boulot. Maintenant, il faut quand même savoir, c'est que, je le rappelle, hein, c'est qu'on avait fait une réunion publique. Et à cette réunion, on a eu 5 personnes. Vous avez aussi fait une réunion privée où les gens n'avaient pas le droit de venir. Oui, voilà, c'est pas tout à fait. Normalement, c'était que la MEL qui venait sur le terrain. Alors, elle n'avait pas le droit, si c'était pour faire une réunion publique, la MEL n'aurait pas accepté. Hein. C'est vrai ça, qu'il y c'est avait plus sûr. de monde à la réunion privée que publique. Oui, oui. Mais voyez, bon, après, c'est compliqué, on va pas. Bon, j'espère que ça va aller. Moi, j'ai insisté auprès de la MEL et on était. Bon, je devais avoir une réunion il y a un peu plus d'une semaine, mais comme les personnes de la MEL étaient en congé, elle a été apportée cet après-midi. Vous me posez la question, mais on les a eu cet après-midi. Moi, je leur demande de trouver des solutions qui puissent rendre le passage plus serein. Maintenant, je pense que le problème, moi je l'entends quand je suis à la MEL, hein, les maires qui se plaignent, beaucoup de maires se plaignent parce qu'il y a de plus en plus de voitures, parce que voilà, l'affluence, tout le monde la prend sa voiture pour aller travailler, et on est un axe de passage. Ce que je disais, la RN 41, les gens pour l'éviter, ils viennent par ici, donc ils viennent par Coiffrin. Là, ils vont mettre les comptages, on va voir, des marquages au sol aussi. On verra, on a demandé s'ils peuvent réfléchir à un feu, on va pas dire intelligent, hein, monsieur. C'est pas les feux qui fonctionnent avec la vitesse, c'est les feux qui permettent de réguler. Et ça, apparemment, ça pose des problématiques au niveau des carrefours. Ça n'a pas l'air d'être forcément une solution qu'ils vont retenir, on verra. On verra, parce que c'est ce qui se fait à Noyelles, on leur a demandé, moi j'ai dit, vous ne pourriez pas faire la même chose. Bon, c'est compliqué nous parce qu'on a 2 carrefours. Mais ils font une étude à nouveau, ils vont nous proposer, puis on en discutera sur ce qui est possible de faire, sachant que bon, on ne fera pas de miracle, hein, on va pas, non. Et aussi pour dire que cette demande, c'est ce qui a été mis en place, ça a été demandé par les riverains, hein, par les gens de la rue de Noyelles. Hein. C'était des problèmes de vitesse, c'était des problèmes de tout ça, donc voiture à venir. Bien, donc je vais passer à la dernière question. Oui. Est-ce que le comptage a déjà commencé? Non, au mois de juin. En juin. Oui, en juin. Ils vont éviter mai parce qu'il y a beaucoup de... Pas de mois de mai parce qu'il y a trop de ponts. Et ils vont laisser ça une semaine pour qu'ils puissent contrôler toute la journée et à toutes les heures. Ça sera fait que rue de Noyelles, c'est ça? Ah bah oui. Oui, d'accord. Parce qu'actuellement, il a une caméra, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'un rond-point. Une caméra, c'est ce que vous dites? Une caméra ou un comptage, on n'arrive pas trop. À quel endroit? À côté de rue Moutier, dans le rond-point, dans le fond, pour aller sur le parc Mathéique. Dans la rue du Moutier. Le rond-point de Sainte, plutôt. C'est ça, monsieur? Pas le rond-point. Non, c'est peut-être la même, hein, Mosaïque. Oui, je comprends. Hein. Pardon, la même pour Mosaïque, parce que c'est pas nous qui l'avons demandé, et c'est pas la voirie qui l'a installée. Ça, c'est clair. Ah, c'est peut-être l'action. C'est peut-être le LM. Hein. C'est quoi? C'est une caméra? Ah, puis je sais pas. Et elle est visible, comme ça? Ah oui, vous ne pouvez pas louper, elle est sur un poteau en hauteur. Sur le rond-point? Oui. Et quand on va vers Sainte ou quand on revient, quand on vient Quand vous allez
giratoire Oui. du Bon-Blé, versant. Bon, moi je regarderai, je vais me renseigner, mais je suis pas au courant. C'est pas de mon C'est sur territoire. le site depuis janvier, Non. il y a un truc qui est apparu. Non, je ne sais pas. Bien, donc, question 4. D'après les documents que vous nous avez fournis, la police municipale ne représente que 3 centièmes de la masse salariale. Pouvez-vous nous dire combien d'équivalents temps plein cela représente? Pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez pour la police municipale? Allez-vous recruter? Si oui, quel type d'agent? ASVP ou vrai policier municipal? Bon, plusieurs questions. Donc, pour votre info, aujourd'hui, nous avons une nouvelle ASVP, donc qui vient d'arriver de ce matin. Oui. Alors maintenant, bon, moi, j'étais assez choquée par le terme de vrai policier municipal. Il y a des vrais, il y a des faux. Les ASVP ne sont pas des policiers municipaux. Bien entendu. Mais c'est pas non plus dégradant parce que quelque part, je trouve que c'est un peu dévalorisant. La SVP n'a pas les mêmes possibilités, mais voilà, elle a aujourd'hui un rôle important. On en a eu avant. Pour le coup, oui. Si je peux me permettre, là-bas, je ne l'avais pas vu, la SVP, je l'ai vu ce matin à la sortie de l'école, enfin ce soir. On n'a pas le droit de ne pas avoir d'uniforme quand on est SVP, c'est interdit. Là, elle travaille sans uniforme, c'est interdit. Elle n'est pas en conformité avec le bon, alors. Elle est en découverte, hein, ceci dit. Néanmoins, à partir du moment où elle alors, je vais aussi vous donner les raisons, hein, pourquoi elle est comme ça. Parce qu'on a eu 2 ASVP en peu de temps. Néanmoins, vous n'avez pas le droit de la laisser sur la voie publique sans uniforme. C'est pas possible. Écoutez, on verra, Madame Pécatoire. Oui, elle a un gilet jaune et il est marqué ASVP derrière. Mais il faut savoir que. C'est pas suffisant. Très certain. Moi, je dis ça. Oui, non, écoutez, on va voir. Le problème, c'est qu'on a eu 2 ASVP en peu de temps. Et donc, ça coûte. J'entends bien, néanmoins, pour le coup. Voilà. Bon, écoutez, on va se renseigner. En tout cas, bon, c'est quand même l'ASVP. Il y a de l'argent pour acheter l'uniforme. Elle a quand même un rôle important. C'est quand même l'ASVP une police entre guillemets de proximité. Non, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Mais bon, voilà. Moi, je vais vous dire quand même, c'est que aujourd'hui, on a alors. J'avais noté quelque part tout à l'heure, je retrouve mon document, voilà. Ici, sur 34 875 communes en France, on a 4 600 communes qui ont une police municipale. Ce qui est très peu. Aujourd'hui, nous, on a quand même cette chance d'avoir une police municipale. Là, à nouveau, on a fait le choix, et depuis les changements de reprendre la SVP, il y a des communes à côté de chez nous qui ont les mêmes effectifs. Je vais prendre Embrun, ils n'ont rien. Je vais prendre Gondecourt, à un moment, il n'avait que la SVP. Et Gondecourt est beaucoup plus important en population que la commune d'Ouplin-Embrun. C'est un plus, c'est quelque chose. Bon, je pense qu'on a déjà fait un effort. Alors on pourra en faire beaucoup plus, hein. Mais on ne changerait pas le problème si on avait 4, 5, 6 policiers municipaux dans les communes. Et financièrement, on ne peut pas le faire. Ça, c'est certain, c'est impossible. Une commune comme la nôtre, voilà. Et là, il y a une semaine, maintenant il y a presque un peu plus d'une semaine, j'étais avec le ministre de l'Intérieur sur une réunion à Paris où on a parlé de tout ce qui est prévention, de tout ce qui est sécurité. Les maires qui étaient là disent on n'est pas là pour pallier aux carences de l'État. C'est l'État qui est là, c'est l'État régalien. C'est lui qui doit assurer la sécurité. On ne peut pas nous demander à nous, petites communes, d'assurer, de remplacer les carences de l'État. Ça a un coût. Alors il y a des choix. On a fait ces choix budgétaires qui sont là, on a choisi. Voilà, on a fait le choix de la SVP. Ce que je trouve dommage, c'est que, bon, ben, un vrai policier, voilà, c'est quoi un vrai policier? Tout simplement, un vrai policier peut conduire le véhicule de police municipale. Bien sûr. Un SVP bien sûr. peut pas, par exemple. Peut pas, tout à fait. Tout à fait. Donc on a un véhicule qui ne peut pas. L'équivalent de temps plein, on est à combien en équivalent de temps plein, justement, sur le. On est sur 2 postes, à Madame Décatoire, c'est ça? 1,8. D'accord. Voilà. 1,8 temps plein.
Parce que là, pour le coup, vous avez embauché un agent. Après, la question a été posée avant. Comme je vous dis, je l'ai vu tout à l'heure à la sortie de l'école. Oui, non, mais la question était posée avant. Et puis nous, c'était J'ai vu une prévu le jeune femme recrutement. avec un chasuble. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis allé la voir pour l'interroger un peu. Elle me dit, bah écoutez, je débute. Très bien. Bon, moi, j'avais jamais vu un agent sans tenue et effectivement, je me suis renseigné auprès de mes amis qui sont policiers municipaux. C'est mon corps d'activité quand même. C'est interdit de travailler Bon, sans d'un côté, on verra si c'est dans le règlement, mais elle, on va la garder, non, ça c'est sûr. Non, mais vous pouvez lui acheter un peu. Mais il faut le faire tout de suite. Votre proposition, monsieur Gravier, c'est d'avoir 2 policiers municipaux, c'est ça? Ou c'est quoi la votre proposition? En réalité, quand vous regardez ce que peut faire un SVP, ce que peut faire un policier municipal, c'est absolument pas la même chose. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, quand on a un service de 2 personnes, bah, je trouve que se priver d'un 2e policier municipal, ça veut dire que bah, quand la personne qui est entre guillemets chef de service, puisque étant policier municipal, elle est forcément, quand elle est absente, quand elle est en congé, et même pour couvrir une plage horaire plus importante, bah, l'autre personne ne pourra faire que la sortie des écoles et le stationnement. Donc on se prive des compétences finalement d'un policier municipal. Et alors quelles compétences vous semblent nécessaires d'avoir tous les jours? Bah, dans une commune comme la nôtre, déjà, patrouiller qu'un véhicule de police municipale, ça permet de, entre guillemets, faire fuir la délinquance. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Quand vous voyez un policier, c'est pas là que vous allez commettre un délit. Bon, déjà, on a une voiture qui peut servir que quand la personne titulaire est là. Quand la personne titulaire n'est pas là, elle ne peut pas servir. En fait, c'est des choses qui ne sont pas quantifiables. Nous, ce qu'on a pris conscience, c'est que finalement, effectivement, il y a des problèmes de vol. C'est ce que les citoyens de Clampagne se plaignent, c'est principalement des vols. Et donc, finalement, ça se passe principalement le soir. On n'a pas de policiers municipaux le soir. Le repérage se passe le jour souvent. Comment? Le repérage se passe le jour souvent. Les gens, je suppose que vous y reviendrez, c'est pas le lieu, on est d'accord. Mais le repérage se passe bien avant. Et ça, un policier municipal peut assurer des missions qu'un SVP ne peut pas assurer. Bien, j'entends, on pourra rééchanger sur les commissions si vous le souhaitez. Il n'y a pas de commission à ce sujet. Si la commission, oui, mais c'est moi qui gère la sécurité, vous le savez. Donc, quand je suis dans la commission, quelle que soit la commission, puisqu'en général, vous me trouverez, vous pouvez me poser des questions. Mais je suis aussi à disposition, en Amérique, si vous voulez qu'on échange, il n'y a pas de problème. Voilà, bien, l'ordre du jour des questions orales étant terminé, la séance est levée. Je vous remercie, bonne soirée à toutes et à tous.